Notre invité ce matin, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Éducation nationale. Alors, 51% des Français ont une très bonne opinion. Vous êtes le ministre ou la ministre la plus populaire du gouvernement, l'une des plus populaires. Vous êtes dynamique, courageuse, compétente, mais trop langue de bois, nous dit-on. Vous avez même reçu le prix de la langue de bois. Vous me promettez pas de langue de bois? Bon, je vous promets de rester tel que je suis, c'est-à-dire de maîtriser ma parole. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle de la langue de bois, mais je trouve que c'est une forme de politesse à l'égard de ceux qui nous écoutent. Bon. Un débat de confiance pour rien hier. Un débat de confiance pour clarifier la ligne et pour renforcer le gouvernement dans l'action qui est la sienne. Et moi, je me réjouis du résultat d'hier. Quelle est cette ligne? Cette ligne, elle est simple. C'est une ligne qui vise à redonner à la France les moyens de sa compétitivité. Parce que avant de redistribuer, il faut pouvoir produire, parce que notre pays avait vu cette compétitivité se dégrader depuis 10 ans et qu'il fallait brusquement, avec volontarisme, redonner notamment aux entreprises les moyens de dégager des marges de manœuvre pour produire, pour innover, pour embaucher et ensuite pouvoir redistribuer du pouvoir d'achat. Et au fond, ce qu'a rappelé hier Manuel Valls, c'est quelle que soit la situation difficile du moment, car elle est difficile, avec une inflation basse, avec une faible croissance, eh bien nous tiendrions nos engagements avec un rythme de réduction des déficits qui va être adapté pour qu'il ne porte pas préjudice à la croissance, mais nous tiendrions nos engagements d'économie sur les dépenses publiques parce que nous pouvons faire mieux, être plus efficaces. Nous tiendrions nos engagements de réforme des collectivités locales parce que là encore, il y a un millefeuille auquel il faut s'attaquer. Et nous tiendrions nos engagements sur la réforme des collectivités locales, puisque vous ne parlez plus de la suppression des départements. On passe quand même de 22 régions à 13. Je crois que, vous savez, c'est une promesse qui a été suffisamment faite dans le passé et jamais tenue pour au moins pouvoir se féliciter aujourd'hui que clairement nous allons y arriver. Quant au département, le Premier ministre l'a dit, on a fait un choix pragmatique qui consiste à s'adapter aussi aux situations locales qui ne sont pas les mêmes partout. Puisque les radicaux de gauche vous ont soutenu hier parce que vous ne supprimez pas les départements. C'est pas faux, ce que je dis. Que nous avons fait un choix pragmatique, je le reconnais bien volontiers. Un choix qui permet à chaque territoire de se retrouver dans cette volonté à la fois de simplification pour être plus lisible et pour être plus efficace au service des citoyens, mais d'un territoire à l'autre. Vous savez, moi je suis conseillère générale et en plus pas de n'importe quel département en l'occurrence, puisque c'est le département du Rhône qui est celui qui, de façon très volontariste, a choisi de fusionner avec la métropole lyonnaise. Donc je peux vous dire que d'un territoire à l'autre, qu'on soit en zone urbaine, qu'on soit en zone rurale, on n'est pas forcément dans la même situation, les habitants n'attendent pas forcément la même chose des conseils généraux. Eh bien, la solution qu'a préconisée Manuel Valls permet de s'adapter à cette réalité locale-là. La politique pro-entreprise, un choix stratégique, a dit hier Manuel Valls. Stratégique? Oui, bien sûr, stratégique. Pourquoi? Pourquoi faut-il aujourd'hui soutenir sans état d'âme les entreprises françaises? D'abord stratégique parce que ça n'a rien d'une évidence. De toute façon, à chaque fois qu'on prend une décision claire et tranchée, elle n'a rien d'une évidence. Donc reconnaissez à ce gouvernement et à François Hollande d'avoir, depuis la remise du rapport Gallois, l'état des lieux sur la situation de notre pays, sa faible compétitivité, la dégradation de notre industrie, etc., d'avoir pris des décisions fortes qui consistent en particulier le contraire de ce qu'il promettait en 2012, mais peu importe. Non, quand vous reprenez la campagne présidentielle de 2012, vraiment, je vous invite à relire nos documents de campagne. 2 ans d'efforts, pour notamment relancer la production, redresser la France, c'était quand même des mots qui apparaissaient dans nos documents de campagne, pour ensuite pouvoir redistribuer. On a toujours présenté le quinquennat comme étant en 2 temps, parce que nous avions conscience de l'état de la France, même si cet état s'est avéré, après le rapport de la Cour des comptes, bien plus grave que ce qu'on avait pu imaginer. Enfin, revenons à ce qui a été décidé. Donner des moyens, des marges de manœuvre, ça a été le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est aujourd'hui le pacte de responsabilité qui va venir renforcer cela, 40 milliards aux entreprises pour qu'elles puissent clairement innover, investir, embaucher, donc créer de l'emploi aussi, ce qui profite aux Français eux-mêmes.
Et la balle est dans leur camp. Et ce faisant, relancer notre activité. La balle est dans leur camp. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des entreprises. Oui, clairement. D'ailleurs, le Premier ministre a adressé un message, notamment au MEDEF hier, qui a été entendu de tous. C'est aux entreprises aujourd'hui de prendre leurs responsabilités et au patronat de prendre ses responsabilités pour que ces moyens nouveaux qu'on leur donne, que la solidarité nationale, tiens, c'est la solidarité nationale, c'est les impôts qu'ils leur donnent, eh bien, se traduisent par des créations d'emplois et non par, des dividendes qui augmentent pour quelques-uns. Najat Vallaud-Belkacem, pourquoi ce gouvernement est-il si impopulaire? Je ne parle pas de vous. Le président de la République si impopulaire parce que vous avez trop promis des jours meilleurs? Ce gouvernement est impopulaire parce que la période est d'une complexité rarement atteinte. Vous n'avez pas fait trop de promesses? Non, mais là, c'est d'abord la période. Enfin, je veux dire, la période, on a rarement connu une crise d'une telle durée, d'une telle nature. Ça fait des années que nous sommes depuis 2008. C'est bien ce que je dis, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure et que les Français en pâtissent. D'ailleurs, sans bien percevoir de qui est la responsabilité de la dégradation de leur situation. Par exemple, je vous en donne un exemple dans l'éducation nationale, si vous permettez une seconde, parce que je trouve que c'est très intéressant. L'éducation nationale, c'est au moment où on crée 60 000 postes sur le quinquennat, comme vous le savez, que nous remontent de la part d'un certain nombre de Français ou d'enseignants, etc., les difficiles conditions de travail des enseignants, le sentiment de solitude, le malaise, etc. Mais en fait, ce malaise, ce non-remplacement d'enseignants dans certains territoires, etc., il est la résultante non pas de la politique qu'on mène depuis 2012, mais de la politique qui était menée auparavant, qui avait consisté à détruire les emplois, à ne plus former les professeurs, etc. Comme on est sur un temps long, c'est-à-dire que les décisions politiques qu'on prend mettent du temps à produire leurs effets. Les Français, eux, n'ont pas nécessairement conscience de ce temps. Donc ce qu'ils constatent, c'est leur quotidien. Donc pour beaucoup d'entre eux, c'est vrai, ils vivent les désagréments des décisions politiques prises par l'ancienne majorité de droite. Et aujourd'hui, les décisions que nous prenons, nous, elles mettront le temps qu'il faut pour produire leurs effets. C'est notamment en matière d'éducation, c'est pour demain, pour après-demain. Cessons de promettre des jours meilleurs. C'est le Premier ministre qui disait cela hier. Cessons de promettre des jours meilleurs. Cessons de promettre des jours meilleurs, mais préparons l'avenir. Oui. Parce qu'à la limite, il y aurait une autre solution, pardonnez-moi Jean-Jacques Bourdin, qui consisterait à ne rien faire. On a connu ça aussi par le passé. Vous voyez, à gérer la France tout simplement en la laissant aller, en n'anticipant rien, en n'ayant pas de stratégie justement, en ne voyant pas qu'on est en train d'aller dans le mur sur tel ou tel sujet. Nous avons décidé, vraiment, reprenez tous les sujets que nous avons décidé de prendre à bras le corps depuis 2012. La réforme du marché du travail, la réforme des retraites, la réforme même des prestations familiales. Il y a tellement de sujets sur lesquels il aurait été plus simple de ne froisser personne. Des sujets majeurs, je vais y revenir vite fait. Pas de réduction du SMIC, a dit hier le Premier ministre. Pas de suppression du CDI, a-t-il dit. Pas de diminution des salaires dans la fonction publique. Je vais y revenir sur les salaires dans la fonction publique. Mais assouplissement des 35 heures, remise en cause des seuils sociaux, assouplissement des règles du travail le dimanche, meilleur contrôle des chômeurs, il n'en a pas parlé. Ce sont des sujets qui sont sur la table? Alors, pour reprendre le travail du dimanche, par exemple, si, il en a parlé. Il a même dit que nous allions nous appuyer sur les propositions du rapport Bailly pour, en effet, assouplissement des 35 trouver des solutions. Mais la remise en cause des 35 heures ne fait pas partie de notre programme. La remise en cause des seuils sociaux? Il n'en a pas parlé. À ma connaissance, de toute façon, ça passe par du dialogue social. Bon. Voilà, rien de neuf sur ce sujet. Meilleur contrôle des chômeurs? Vous savez, que les chômeurs aient à la fois des droits et des devoirs. Mais nous sommes les premiers à le dire. Il faut cesser la stigmatisation. D'ailleurs, Manuel Valls l'a dit hier dans son discours, ça me revient. Ce gouvernement est un gouvernement qui, depuis 2 ans, a plutôt donné des nouveaux droits aux chômeurs, notamment les droits à la formation, le droit à un accompagnement personnalisé, renforcé en augmentant le nombre d'agents à Pôle emploi. Maintenant que ces chômeurs aient des devoirs, encore une fois, ça me paraît bien naturel. Les frondeurs dont on a tant parlé, peut-être trop parlé, non? On en a trop parlé? Indéniablement trop parlé, bien sûr. Oui. Pourquoi? Trop parlé parce que... parce qu'ils ne proposent rien? Non, parce que ce faisant, on a inondé les ondes et les plateaux télé d'une storytelling... Ils ne proposent rien? Non, c'est pas le sujet. Est-ce qu'ils proposent quelque chose? Non, mais moi je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'ils proposent une autre politique?
Bon, d'abord je finis ma phrase. Oui. Je pense que on a inondé, Oui. je le disais, les plateaux télé d'une storytelling qui doit brouiller plus encore les Français qu'ils ne le sont déjà. Moi, je nous incite, responsables politiques et médiatiques, à essayer toujours de se rendre audibles pour les Français, parce que je n'ose imaginer ce qu'ils arrivent à retenir ou à comprendre de nos débats parfois. Mais Première chose. ce sont Deuxième les chose. frondeurs eux-mêmes qui ont Oui, porté oui, non, mais l'affaire bien sûr. sur le terrain médiatique. Oui, enfin, disons que Vos députés. vous les avez aussi accueillis avec grand plaisir. Pas trop ici, mais vos députés. Bien. La deuxième chose, c'est que moi, ce sont des camarades, ce sont des amis, Oui, les oui. gens dont on parle. Bah, dites-leur. Et je n'ai cessé de leur dire, et je le leur redis ici, soit il y a une véritable alternative à porter, et alors pourquoi qu'ils en pas ont faire une entendre cette couleur différente, cette tendance différente. Le Parti socialiste a toujours été composé de tendances différentes, c'est culturel. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se trouve, compte tenu de la gravité de l'état du pays et puis du monde aussi, et d'ailleurs Manuel Valls l'a rappelé hier, un peu de sérieux et un peu de hauteur ne nuit pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, donner la confiance au gouvernement, donner la confiance à Manuel Valls, c'est aussi donner toutes ses chances à la gauche de réussir, et donc à la France de réussir, parce qu'il se trouve que c'est la gauche qui est au pouvoir. Est-ce qu'il propose, selon vous, une autre politique ? Fondamentalement, c'est ce qui me dérange d'ailleurs, c'est que je ne vois parfois pas vraiment où sont nos différences. Je crois qu'ils les grossissent, qu'ils les regardent avec une loupe, mais sur les principes, nous sommes d'accord. Par exemple, sur la nécessité de donner priorité à l'éducation, donc priorité budgétaire. Donc forcément, quand on donne priorité budgétaire à l'éducation, on fait des économies sur le reste. Ils sont d'accord. Vous me tendez la perche, Najat Vallaud-Belkacem, merci. Priorité budgétaire à l'éducation. Est-ce que vous allez revaloriser les traitements des enseignants en 2015 ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, depuis quelques mois, on a engagé ce qu'on appelle des chantiers métiers. Je vais faire vite pour que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire qu'on a pris métier par métier de l'éducation, personnel enseignant et personnel non enseignant. Et dans le cadre de groupes de travail où se retrouvent y compris les syndicats avec le ministère de l'Éducation nationale, on est en train de redéfinir les missions de chacun de ces métiers et y compris de les revaloriser. Par exemple, on a décidé l'année dernière d'une prime pour les enseignants du premier degré de 400 €. Donc on est en train de faire ça et tous les métiers vont être concernés. Et vous avez vu une enquête récente qui est sortie qui démontrait que c'était notamment les enseignants du premier degré, donc école maternelle, école primaire, qui étaient les moins bien payés par rapport à ceux du collège ou du lycée ou leurs collègues étrangers. Eh bien, on prend ces sujets très sérieusement et méthodiquement. Une prime qui sera reconduite ? Bien sûr, bien sûr. Elle sera reconduite l'année prochaine ? Pour les enseignants du primaire ? Voilà. De combien ? 400 € aussi ? 400 €. La même chose. Exactement. La même chose. Et nous sommes en train, encore une fois, ce travail, nous le faisons méthodiquement avec tous les métiers. Mais les traitements des enseignants ne seront pas revalorisés. La fonction publique, l'indice ne bouge pas, hein. Alors, comme une règle générale, non, sauf ce que je viens de vous dire, à savoir les chantiers métiers. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons faire un effort tout particulier pour les enseignants qui enseigneront en éducation prioritaire. Qu'est-ce que vous allez leur offrir à cela ? Eh bien, cette année, nous allons donc faire ce qu'on appelle la réforme de l'éducation prioritaire. Pour dire les choses simplement, nous allons vraiment donner enfin beaucoup plus aux établissements scolaires qui cumulent les difficultés sociales. Donc, dans ces établissements scolaire, il ne s'agira pas simplement de donner des moyens pour l'établissement, il s'agira surtout de mieux rémunérer les enseignants qui sont là-bas pour les stabiliser là-bas. Ceux qui iront enseigner dans ces établissements toucheront plus d'argent, seront mieux payés ou des primes, combien ? Auront une surrémunération. Pardonnez-moi de réserver la primeur de l'annonce puisque nous allons annoncer cet automne. Nous allons annoncer cet automne le contenu de la réforme de l'éducation prioritaire. Mais croyez-moi, c'est fait pour être très attractif. Donc il s'agit à la fois d'une revalorisation indemnitaire, mais aussi d'un gain dans la progression de carrière, c'est-à-dire progression de carrière intéressante et meilleur salaire pour eux. Pour stabiliser les équipes, parce qu'on a besoin dans ces établissements d'une ancienneté des équipes, de projets qui s'engagent sur plusieurs années et pas simplement par à-coup. Donc vraiment, et puis troisième chose dont ils bénéficieront bien sûr, c'est la nouveauté, c'est de décharges horaires
qui leur permettront de pouvoir faire autre chose que de l'enseignement en classe, recevoir les parents pour discuter avec eux, introduire du dialogue, permettre que les choses se passent bien entre adultes, faire du travail collectif, avoir plus de maîtres que de classes pour être deux enseignants et pas un seul face à des élèves, les prendre en petits groupes pour gérer leurs difficultés, faire de la pédagogie un peu individualisée, personnalisée. C'est la meilleure façon, notamment à l'école primaire, de remédier aux difficultés qui commencent à apparaître. Vrai problème dans l'éducation nationale, la crise des vocations. Vous confirmez, Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que les enseignants en France ne sont pas trop formés? Bac plus 5, un master exigé, est-ce que ce n'est pas trop? Comment faire pour attirer des étudiants vers les métiers de l'enseignement? Il y a plusieurs questions, donc on va reprendre dans l'ordre. Est-ce qu'il y a une crise des vocations? Je pense que on pourrait parler de crise des vocations. 11 000 élèves, collège et lycée sans classe aujourd'hui. C'est encore un autre sujet. Et le nombre de professeurs absents. Tiens, je vais vous lire juste Najat Vallaud-Belkacem. Je vais vous lire juste, je ne sais plus où je l'ai mis, un petit mail, je m'en souviens, un petit mail d'une auditrice de 16 ans. Elle est en première L, elle est dans Seine-et-Marne, il lui manque 2 professeurs. 2 professeurs. Et elle vous demande, envoyez-nous 2 bons professeurs. Bien, y a-t-il crise des vocations, oui ou non? Lorsque l'ancienne majorité de droite a pris la décision pendant ces 10 dernières années de détruire 80 000 postes d'enseignants, de supprimer la formation des enseignants, etc. De fait, beaucoup de jeunes gens qui pouvaient prétendre à devenir un jour professeurs se sont dit, l'éducation nationale ne recrutant plus, je me détourne de cette voie-là. Et c'est vrai qu'on a pu en subir les effets quand on est arrivé en 2012, malgré une politique volontariste très rapidement mise en œuvre, puisqu'on a recréé la formation des enseignants, elle a commencé dès la rentrée 2013. Tout de suite, on a commencé à mettre des postes de plus disponibles. Eh bien, c'est vrai que le nombre de candidats au concours n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer, notamment lors du tout premier concours exceptionnel qu'on a organisé pour l'année 2014. Pour l'année 2014, pour votre information, il y a 2 concours qui ont été organisés pour pouvoir justement recruter suffisamment de nouveaux enseignants comme on le souhaitait. Le deuxième de ces concours qui a été organisé, dit le concours rénové, a vu apparaître plus de candidats déjà. Ça veut simplement dire qu'en fait, il faut un temps d'adaptation pour les étudiants, pour qu'ils comprennent que désormais l'éducation nationale recrute et qu'ils viennent à elle. Nous allons continuer à faire des campagnes de communication, je l'ai demandé à mon ministère, pour que tout le monde comprenne bien que ces 60 000 postes, les élèves qui n'ont pas de professeur, aujourd'hui la norme. Ça, c'est la première chose. Après, pardonnez-moi sur la vocation des enseignants, etc. C'est vrai qu'il y a des matières dans lesquelles le vivier n'est pas aussi élevé qu'on l'aimerait. Par exemple, en mathématiques. Mais parce que ça pose aussi la question des conditions de travail des enseignants, etc. Quand vous faites des mathématiques, il y a d'autres métiers qui peuvent vous sembler plus attractifs, ingénieurs, etc., que d'enseigner les mathématiques. C'est à nous de rendre les conditions de ce métier d'enseignant en mathématiques plus intéressantes. J'en viens maintenant au deuxième sujet, qui est celui des 11 000 collégiens. Alors lycéens, aussi étonnant que ça puisse paraître, en fait, c'est comme ça chaque année, c'est-à-dire que vous avez un volant d'élèves qui déménagent, qui changent d'établissement, etc., dont les situations, je vous rassure vraiment, je rassure tout le monde, sont à chaque fois réglées au cas par cas, et tous les services des académies sont mobilisés sur ces cas. Bien. Et puis les élèves qui n'ont pas de prof, comme notre auditrice, jeune fille qui n'ont pas de prof de maths ou prof de, je ne sais plus, il manque 2 profs. Elle est en première L, il lui manque 2 profs. C'est un peu, enfin, c'est d'un ordre différent, mais c'est un peu comme les 11 000 élèves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les profs, vous savez, vous les affectez à tel ou tel endroit. Quelques jours avant la rentrée scolaire, ils tombent malades ou ils changent d'avis. Enfin, je veux dire, ça peut arriver, c'est la vie. On ne va pas non plus le leur reprocher. Donc, il faut procéder à des remplacements. C'est notre travail un peu quotidien que de veiller à ce que ces remplacements se fassent rapidement. Les contractuels vont combler les vides à 1 375 € par mois. Et les contractuels, mais vous savez que les contractuels, par exemple, on le dit pas assez, mais vraiment, il y a tellement de choses que ce gouvernement a faites depuis 2 ans dont on parle pas, et notamment dans l'éducation. Vous savez que désormais, les contractuels bénéficient systématiquement d'une formation à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire que c'est pas simplement des remplaçants dont on ne suit pas le devenir et le destin, c'est des gens qu'on suit, qu'on accompagne, qu'on incite à repasser les concours. Donc, que les contractuels soient là pour remplacer dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, un peu aléatoires, maladie,
maladie, absence d'un prof, etc. C'est plutôt une bonne chose. En tout cas, ça garantit le fait, et c'est à ce ministère d'en être le garant, que devant chaque salle de classe se trouve un enseignant. Et cette année, honnêtement, la rentrée de ce point de vue s'est très bien passée. J'écoute moi les élus locaux qui me rapportent comment 3 ans en arrière leur rentrée était faite de classes qui fermaient, d'enseignants non remplacés, etc. Cette année, les choses se sont très bien passées. C'est le résultat du choix budgétaire qu'on a fait. Ça nous Vous allez renvoie à la embaucher combien discussion tout à l'heure. d'enseignants avant la fin de... Eh bien, du nous quinquennat. avons, je l'ai dit, 60 000 postes, Oui. 60 000 postes confirmés. Nous en avons déjà embauché 40%, donc il nous en reste 60%, donc une trentaine de milliers d'enseignants. Avant la fin du quinquennat. Ouais. 30 000 enseignants. Mais oui. Mais on en a déjà embauché près de 24 000, vous voyez, donc c'est quand même... Cette année, la rentrée scolaire, il y avait 4 500 nouveaux enseignants qui sont rentrés. J'ai une dernière question qui concerne toute autre chose. La fameuse GPA, la France a été condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, faute d'avoir transcrit à l'état civil français les actes de naissance d'enfants nés légalement à l'étranger par mère porteuse. Est-ce que ces enfants deviendront français et vont devenir français? Vous souhaiteriez qu'ils deviennent français? Franchement. Honnêtement, c'est un sujet qui relève oui, non, mais d'accord, mais vous étiez très engagé de la garde des Sceaux, plus que de la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il serait logique qu'ils deviennent français, franchement? Moi, je crois simplement que avoir des petits fantômes de la République, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire donc il faut qu'ils deviennent français. Non, mais c'est-à-dire des enfants qui ne se voient reconnaître aucun état civil, aucune nationalité, alors que honnêtement, le choix qui a été celui de leurs parents, c'est pas le leur. Il est naturel qu'ils deviennent français. C'est pas le leur. Ces enfants, ils y sont pour rien. Est-ce que ces enfants, ils ont choisi dans quelles conditions ils allaient naître? Oui. Moi, je pense que nous devrions protéger les enfants, tous les enfants. Et qu'ils deviennent français. Nous devrions protéger tous les enfants, donc leur accorder un état civil et une nationalité. Oui, ça me paraît évidemment une mesure de protection. Merci Najat Vallaud-Belkacem, merci. 8h58.